Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons poursuivre avec notre deuxième séance de la matinée. Séance relativement importante, même si les autres avaient grandement leur importance, mais sur un sujet qui nous est relativement commun. C'est sortir de l'Union européenne, c'est possible, point d'exclamation, pas point d'interrogation. C'est important. Et donc, lorsqu'on parle de sortie de l'Union européenne, inévitablement, on parle aussi sortie de l'euro, mais bon, ça, vous aurez l'occasion de développer plus. Et pour aborder ce thème-là, nous avons quatre intervenants. Donc, je vais citer, en partant de ma gauche, oui, on continue à partir de la gauche, Fadi Kassem, qui est le président secrétaire pardon, du PRCF. Ensuite, nous aurons Jacques Nikonov au titre de la dynamique populaire constituante. Daniel Gousseau qui interviendra pour le RPS Fier. Et Michel de Seine pour le Pardem. Sauf que c'est moi qui commence. C'est toi qui commence. Voilà. Bon, j'avais cité les intervenants. Après, chacun prendra son tour, voilà. son tour de rôle. Voilà. Okay. Donc, chacune et chacun va intervenir. Et une fois que les quatre seront intervenus, on aura le débat et les interventions de chacune et chacun. Donc, Michel, tu commences? Yes. Pour le Pardem. Allez, c'est parti. Au globiche, yes. Alors, sortir de l'Union européenne, c'est possible, avec un point d'exclamation. C'est un choix que nous avons fait, d'intitulé, que nous avons fait au Pardem pour cette université d'automne, parce que jusqu'alors, c'est toujours sous forme de question. Est-ce qu'il est possible de sortir de l'Union européenne? Et alors là, en général, on a le droit. Oh, c'est compliqué, c'est dangereux, mais en plus, c'est long. Et puis, il va y avoir des représailles contre nous. Et puis, à quoi ça sert? Et puis, qu'est-ce qu'on va faire avec la monnaie puisque maintenant qu'on est dans l'euro? Et puis, c'est quand même bien de pouvoir aller en vacances sans changer d'argent. Bah ouais, ça, c'est 80% des réponses. Hein. On peut rire, mais... et puis, il y a les trucs super pour les étudiants, là, je sais plus comment ça s'appelle. Erasmus, parce que comme si avant, il n'y avait pas des étudiants français qui partaient en Allemagne faire des études. Enfin, bref. Donc, il y a toutes ces questions... toutes ces, j'allais dire ces objections, mais formulées sous forme de questions, sont à la fois le symptôme, le plus grand, le plus fort, même le syndrome qui s'est emparé de la société, y compris chez ceux et celles qui ne sont pas en accord avec le néolibéralisme, qui sont conscients des dégâts du capitalisme, qui voudraient bien que ça change, qui votent quelquefois pour que ça change, enfin, ou qui pensent que leur vote va servir à ce que ça change, etc., mais qui n'arrivent pas à se fixer, à fixer j'allais dire une ligne d'horizon, et qui préfèrent être navigués à vue, c'est-à-dire être brinque-ballés, en fait, d'élection en élection, d'espoir en espoir, d'illusion en illusion, pour que ça change, pour que le capitalisme soit moins... je le dis exprès, moins mortifère, que les conditions de travail, de vie s'améliorent, et tout ça. Et quand on essaye de discuter, et qu'on dit, bah, oui, oui, bien sûr, c'est possible, mais il faut sortir de l'Union européenne dans ces cas-là, puisque supranationalité, traité de libre-échange, recommandations et directives de l'Union européenne, il suffit de regarder ce qui s'est passé, de voir ce qui se passe encore, c'est-à-dire l'emprise, qui est le titre, qui était le titre au chapeau de notre journée d'hier, l'emprise sur nos vies
sur évidemment notre société, sur la confiscation de la politique, on l'a vu tout à l'heure, sur le fait qu'on on ne vit plus en souveraineté, que notre État n'est plus souverain, que notre pays est dépendant, comme il faut sortir de l'Union européenne pour obtenir ce que vous attendez, meilleures conditions de travail, etc. Et là, on est face au mur, c'est-à-dire les doutes s'empilent les uns aux autres. Alors, est-ce que c'est parce que les individus seraient bêtes, ou ignares, ou incultes, ou parce qu'ils ne comprennent rien, ou parce qu'ils ont trop de télévision dans les oreilles? Moi, je ne le crois pas. Je crois que ce mur-là est fabriqué de longue date et il est accompagné par les forces, les directions des organisations de gauche, des syndicats de salariés. Évidemment, tout ça prend des dimensions formidables avec les grands médias, qui conduisent toujours le même discours. Et puis, le rapt de l'État par les néolibéraux et l'intériorisation des élus, chez les élus, du fait que ils n'ont plus qu'un petit bout de pouvoir qui ne pourra rien changer, qui ne pourrait pas changer grand-chose, mais qu'ils l'ont intégré et ils font mine que ce soit toujours, soi-disant, la démocratie, la représentation et tout ça. On est dans un théâtre où chacun occupe son rôle et ce théâtre et les pièces qui y sont jouées ont pour objectif d'empêcher la liberté d'imaginer une autre société, un autre régime politique, et d'aboutir à ce qu'il advienne réellement, qu'on le construise réellement, en affrontant les organisations supranationales et en ayant le courage de sortir, par exemple, de l'Union européenne, et même de poser la question de la sortie de l'Union européenne. On en est encore là. On a un peu avancé, puisque maintenant, on n'est pas automatiquement condamné immédiatement dans la seconde dès qu'on dit qu'il faudrait sortir de l'Union européenne. Avant, on était crucifié quasi immédiatement et traité de facho. Bon, maintenant, ça va un peu mieux, je dirais. Donc, c'est un combat idéologique. Je reviens au message. Sortir de l'Union européenne, aujourd'hui, c'est le message qu'il faut construire. C'est possible. Point d'exclamation. Alors, on peut expliquer aussi pourquoi c'est nécessaire, mais d'abord dire c'est possible, et il faut marteler cela face à ceux qui passent leur temps à dire que ce n'est pas possible. Et il faut construire un message qui soit clair, trouver pas seulement des slogans, mais des argumentaires, et le partager, j'allais dire presque sous le manteau. C'est-à-dire que c'est un message qui n'est pas politiquement correct aujourd'hui, dans le sens où il est du domaine de l'impossible, justement, ou du conspirationnisme, c'est ça, voilà. Et sur le fond, dire ça, c'est s'affronter à la fatalité, c'est-à-dire, guillemets, de l'emprisonnement éternel dans lequel nous sommes plongés depuis les différents traités
enfin l'évolution de l'Union européenne, même la nature de l'Union européenne initiale, et l'extension du pouvoir de l'Union européenne. Et surtout, c'est montrer pourquoi faire. C'est-à-dire, c'est d'opérer une espèce de boucle où on parle avec des gens, on veut faire autrement, on veut que ça change, on ne sait plus comment faire pour que ça change. D'ailleurs, on s'égare parfois, enfin pas nous, mais elle s'égare parfois à aller voter Rassemblement national en pensant que c'est l'ultime geste de révolte ou de refus. Donc on ne sait plus quoi faire, on ne voit plus, parce qu'on ne voit pas où on va, et on ne comprend plus le monde dans lequel on est. Donc, il faut sortir de ce cercle vicieux, il faut faire une boucle qui part de où on veut aller et comment on veut réussir à y aller, c'est-à-dire quelles sont les conditions indispensables, nécessaires et je ne sais plus trop quoi, comment c'est en mathématiques, là, le truc, les conditions... Non, mais c'est pas grave. Un machin mathématique, justement, que j'oublie toujours, c'est... Nécessaire, mais non suffisante. Merci. Oh, heureusement qu'on a un mathématicien ici. Eh bien, ça, c'est notre boulot. C'est-à-dire que c'est à la fois... Évidemment, c'est un combat profondément politique qui réinstitue la politique, si on s'inscrit dans la suite de ce qui s'est dit tout à l'heure. Et qui est finalement le seul qui vaille. Parce que toute autre possibilité, et évidemment tout renoncement, conduit, comme le disait Gilles tout à l'heure, à la mort de la politique. La mort de la France. Oui, mais la mort de la France parce que la mort de la politique. Et la mort... bon, bref. Donc, c'est à la fois un combat idéologique et un combat très pratique. Donc il faut se dire que il faut développer, et on le verra tout à l'heure, et j'arrête ensuite mon intervention, il faut développer une campagne qui risque d'être longue, et nous avons quelques points d'appui en 2025 pour la rendre la plus visible et populaire possible. Mais c'est un travail, et ce travail de longue haleine, moi j'ai un petit espoir, parce que j'ai l'impression que c'est moins pire aujourd'hui que ça ne l'était même il y a 1 an ou 2 ou 3. Ça c'est sûr. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas encore de mots tout à fait structurés d'une manière générale sur la question de la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, parce que évidemment c'est toujours un paquet, on ne va pas le... il y a moins de sentiments de fatalité. Ça peut être un tout petit peu plus envisagé. Donc notre boulot, comme ça fait quand même plus de 10 ans qu'on se décarcasse le ciboulot pour expliquer qu'est-ce que c'est que l'Union européenne, comment ça fonctionne, à quoi ça sert, comment ça tue, etc., le politique, le machin, la démocratie, gna gna, il est temps de mettre ça, je dirais, au clair. Et quand je dis au clair, c'est pas pour améliorer la clarté sur le plan politique, mais être clair sur les mots. Il faut qu'on parle simplement avec des mots accessibles, pas, j'ai pas dit d'une manière tronquée ou idiote, mais il faut qu'on parle simplement de ces questions qui nous sont vendues comme des questions technocratiques extrêmement complexes auxquelles personne ne peut rien comprendre, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est mieux qu'on ferme notre gueule. Donc nous, si on l'ouvre, ben, il faut qu'on construise un contre-message à la complexité du message européiste et supranational et machin, etc. Il y a une boîte qui ferme, qui est délocalisée, c'est concret. Ok, on lutte contre la délocalisation, on occupe l'usine, c'est ça qui se passe, par exemple. Eh bien,
Pourquoi elle est délocalisée? Où est-ce qu'elle est délocalisée? Qui décide qu'elle est délocalisée? Qui laisse faire la délocalisation? Pourquoi les actionnaires, ils étaient tous... enfin, une grande partie des actionnaires, c'était des fonds, des investisseurs étrangers et tout ça. Pourquoi ça part en Roumanie? Pourquoi ça part en Hongrie? Etc. Pourquoi? Et est-ce que c'est normal que ce le soit? Et est-ce que c'est être nationaliste que de dire que là où on se bat, on aide les autres? Oh, punaise, j'ai tapé ce micro. Donc, bon, j'ai plus le temps. On verra plus tard. Voilà ce que je voulais dire en entraînement en matière. Merci. Merci Michel. Donc on va passer ensuite à l'intervention donc, du PRCF avec Fadi Kassem. Bien, merci. Bonjour à toutes et tous. Et déjà, merci pour l'invitation pour cette université d'automne. Il y a quelques mois d'ailleurs, nous étions assis également le 1er juin, c'était à 8 jours du scrutin européiste. Nous, on parle de scrutin européiste, on ne parle pas d'élection, parce que il n'y a pas d'élection, il y a un faux parlement, c'est pas un parlement, c'est pas une élection. Et donc ça fait plaisir de se retrouver avec les camarades du PARDEM, du RPSFR, du PARDEM. On espère aussi des tas d'autres, et d'ailleurs c'est possible, justement, pour reprendre le titre, c'est possible et c'est même souhaitable, ça on le sait, mais c'est souhaitable, c'est aussi en réalité le message qui trotte de plus en plus dans un certain nombre de têtes, on verra exactement lesquelles. Donc je vais être peut-être encore plus optimiste que ce que vient de dire Michel, et je partage tout à fait d'ailleurs ce qu'a dit Michel à l'instant. Mon propos, il ne sera pas forcément trop technique dans la mesure où, bon, par exemple, Jacques, lui, a publié un ouvrage, Comment sortir de l'euro, où il a réalisé une très bonne, et je pense que tu en parleras tout à l'heure, peut-être pas là, mais après, une très bonne démonstration, on va dire, entre guillemets, technique. Donc nous, on a un peu moins d'avancée là-dessus. Par contre, d'un point de vue, on va dire, de l'analyse politique, nous, on estime qu'effectivement, c'est possible, point d'exclamation, et c'est souhaitable pour de plus en plus de personnes, et vous allez voir qui en particulier. Pourquoi? Parce que, premièrement, on l'a vu au moment des retraites, on le voit au niveau des localisations, de la destruction de l'emploi, il y a une prise de conscience croissante, notamment au sein de la classe ouvrière, parmi les ouvriers, mais pas que, des méfaits de l'Union européenne et de l'euro. C'est d'ailleurs pas nouveau, puisque si vous regardez le traité de Maastricht qui est passé à quoi, 50 et quelques, en réalité, la grande majorité des ouvriers et des paysans avaient voté contre déjà à l'époque. Et quand il y a eu le référendum du 29 mai 2005, 80% des ouvriers l'avaient rejeté. Et c'était la même chose pour les jeunes, avec 2 tiers aussi de salariés employés précaires. Donc ce que l'on constate, et là je vais parler un peu de l'expérience de terrain du PRCF, nous sommes souvent nous sommes présents dans toutes les manifs, alors pas que les retraites d'ailleurs. Ce que l'on constate, c'est qu'on a de moins en moins de difficultés à distribuer des tracts, à pouvoir vendre également notre journal Initiative communiste, et en abordant notamment cette question de l'Union européenne, parce qu'il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience aussi au sein de la jeunesse. Et là, c'est plus en tant qu'enseignant que je le constate. Pour prendre un exemple très simple, donc bon, je suis enseignant en histoire-géographie, et il y a désormais des cours de spécialité au lycée. Et une des spécialités en première, c'est histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques. Thème 1, la démocratie, les démocraties, et l'objet conclusif, c'est l'Union européenne. Donc nous avons l'occasion de parler de l'Union européenne. Et ben, je vous assure qu'en une séance, tout de suite, les questions qui arrivent sont « Mais monsieur, donc on parle du référendum de la Grèce, etc., et de la France, bien sûr, et puis à un moment donné, les élèves disent « Mais en fait, monsieur, en réalité... si on est obligé de faire comme une telle politique et qu'on n'a pas le choix, si on n'est pas d'accord, il faut sortir de l'UE, ça veut dire. » Oui, conclusion assez logique, j'en dis pas plus, hein, vous vous en doutez. Mais même des élèves sont capables de comprendre ça. Donc ça veut dire que le premier travail qui a mené, comme tu l'as dit, que nous menons, que nos différents groupes mènent, c'est ce travail de conscientisation. Et c'est tout à fait possible parce que, de surcroît, ça fait écho aux conditions, encore une fois, de vie et de travail des ouvriers, de ces élèves qui, pour la plupart, sont issus de milieux populaires et qui voient ce que c'est que le chômage, qui voient ce que c'est que la délocalisation. Tu parlais là d'usines qui foutent le camp, etc. Une élève, pas plus tard que jeudi, en expliquant ce qu'était la totale liberté de circulation
donc des capitaux, des travailleurs, des hommes, etc., des services, des marchandises, expliquait, ah oui, alors, et en plus à l'issue d'un milieu plutôt bourgeois, dit, ah oui, donc c'est pour ça qu'en fait il y a beaucoup de travailleurs roumains qu'on voit ou polonais qui viennent dans le BTP, etc. Je dis, disons que ça aide, oui, enfin, vous voyez, il faut arriver à contenir un petit peu les impulsions, mais surtout les intuitions en fait, qu'ils arrivent à avoir. Or ça, pourquoi je le dis? Parce que c'est vrai chez les élèves, chez des élèves, pas tous, c'est vrai, on l'a dit chez la classe ouvrière, et c'est vrai aussi au sein des syndicats. Je vais vous donner un seul exemple, un seul. Début juin dernier, donc quelques jours avant le scrutin européiste, Unité CGT sort un tract, une affiche plus précisément. Donc le titre était « Non à la misère et à la guerre ». Donc déjà, il y avait un lien quand même. Et en dessous, il était écrit « Sortir de l'UE et rompre avec le capitalisme ». Voilà, nous, on utilise plus l'expression capitaliste que néolibéralisme. Bon, ça, c'est bien sûr notre aspect communiste, mais ça se rejoint. Donc ça veut dire que c'est possible parce que nous constatons les progrès qui sont accomplis progressivement dans cette idée que oui, non seulement c'est possible, mais c'est souhaitable d'en sortir. C'est pour cela d'ailleurs que c'est vrai que le travail que mène le PRCF, c'est en priorité, pas exclusivement, c'est de s'adresser bien sûr, donc on l'a dit, aux ouvriers, mais prenons le cas des paysans. Nous sommes le 10 novembre, bon, dans 5 jours, en toute logique, ça va pas mal se soulever dans le pays. Un soulèvement paysan a été... Or, quelle est leur première cible qui est clairement indiquée au-delà de Paris, et ils le disent eux-mêmes, on va aller jusqu'à Bruxelles. On va aller jusqu'à Bruxelles. Donc ça veut dire qu'il y a bel et bien une prise de conscience croissante sur ces problématiques-là, à tel point que même lorsqu'il y a eu la nomination de Michel Barnier le 8 septembre dernier, je ne sais plus si c'était lui, imaginez que Julien Drey, du Parti socialiste, a quand même lâché sur son compte X, c'est la Commission européenne qui prend le pouvoir en France. Donc, ce sont des choses qui se disent de plus en plus. Ce sont des choses qui se disent de plus en plus. Ça ne veut pas dire, évidemment, que dès lors, tout de suite, on va sortir, tout de suite, c'est sûr. Bien sûr que non. Mais disons que nous avons un terrain beaucoup plus favorable si on prend, par exemple, les années 90, où effectivement, il y avait l'euro-euphorie, l'euro-Maastricht, etc. Encore que déjà, les premiers résultats des référendums étaient quand même pas très réjouissants. N'oublions jamais que le tout premier référendum sur Maastricht était celui du Danemark, qui avait rejeté l'euro. Donc, il y a un terreau qui est très intéressant de ce point de vue-là. Et c'est pour ça que, de notre point de vue, il est très important de s'adresser en particulier aux travailleurs, encore plus spécifiquement à la classe ouvrière, pour pouvoir faire progresser ces idées, d'autant que, je le répète, on constate dans ce qu'on va appeler, pour faire simple, la gauche. Alors évidemment, on ne va pas parler du PS, d'Europe Écologie Les Verts. Bon, on constate que dans une partie de la gauche, du moins, ces idées sont en train de monter. Je vous prenais le cas de la CGT, de l'unité CGT, mais vous retrouvez ça dans des bases, dans des unions départementales, dans des unions locales. Mi-juin dernier, il y avait les manifestations par rapport à ce qui se passait, la menace de l'extrême droite, etc. Et Jean-Paul Delesco, qui est le secrétaire de l'union départementale de la CGT du Nord, nous convie à une réunion, donc chacun fait ses analyses. Il conclut en disant que l'analyse du PRCF lui semblait la plus pertinente, ça c'est une chose, mais surtout l'après-midi, alors que la manifestation allait démarrer, il prend le micro et il dit « il y en a marre de cette austérité, tout ça c'est la faute de l'UE », il dit ça devant tout le monde. Et il y avait de tout, il y avait d'Europe Écologie, il y avait même des partisans de Raphaël Glucksmann, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment de tout, mais il le dit en direct. C'est-à-dire que ce sont des choses qui arrivent même à se dire de plus en plus dans des cortèges syndicaux. Alors vous me direz, on sait comment se passent les cortèges syndicaux, les journées saute-mouton que nous combattons parce qu'elles sont totalement inefficaces, etc. Justement là-dessus, c'est très important, c'est que c'est possible à condition effectivement d'élaborer des stratégies. Pour ce qui nous concerne, nous appelons depuis la naissance du PRCF à la reconstruction, ça va faire le lien avec l'intervention, la fin de l'intervention tout à l'heure, d'un vrai parti communiste. Parce que si vous prenez l'actuel PCF-PGE, qui est le nom complet d'ailleurs, c'est pas juste PCF, c'est PCF-PGE, car il est membre du parti de la gauche européenne. Donc à partir de là, ça va être un petit peu compliqué si vous voulez. Eh bien, si vous prenez l'actuel PCF-PGE, il est clair que la question de sortie de l'UE est ramenée à ce que disait Michel, c'est-à-dire à du nationalisme, à je ne sais quoi. Et en même temps, il faut voir qu'en son sein,
il y a quand même des contestations, alors peut-être pas forcément sur ce thème-là au prime abord, mais quand même des contestations sur cette argumentation trop simple. Dire quand même, à un moment donné, l'UE est problématique. Et mi-mars dernier, alors que Fabien Roussel et Léon de Fontaine étaient en meeting à Lille, on y va avec des camarades, on l'interpelle sur ces questions-là, et on s'est fait applaudir dans la salle, alors qu'on était les seuls du PRCF à être présents et qu'il y avait un public acquis à la cause de Fabien Roussel. Mais lorsque nous l'avons interpellé, là, pour le coup, il a eu un petit peu de mal. Et on l'a interpellé sur quel point, et là, je vais rejoindre ce qu'a dit Michel, il faut arriver à trouver des portes d'entrée. En fait, le plus difficile, c'est de trouver des portes d'entrée en fonction du public, si j'ose dire, auquel nous nous adressons. Un des thèmes qui marche pas mal, on en parlait tout à l'heure en venant dans la voiture, notamment avec Jean-François Dejour, qui est présent et qui est au SNES FSU, c'est la question de la guerre. Ça aussi, c'est quelque chose qui frappe. Nous avons, depuis 2 ans, lancé le mot d'ordre l'argent pour les salaires, pas pour la guerre. Et pendant les retraites, ça prenait. Et quand on dit ça, l'argent pour les salaires, pas pour la guerre, mais alors on pourrait dire quelle guerre? Regardez ce qui se passe du côté de l'Ukraine, regardez qui soutient le régime ukrainien. L'OTAN. Vous voyez que l'UE appelle à développer une armée européenne, etc. La guerre, c'est aussi un moyen, si vous voulez, de pouvoir accrocher justement les travailleurs, et puis pas que les travailleurs ouvriers. Je vais prendre un autre exemple. Je suis enseignant dans la salle des profs, on peut parler tranquillement de l'UE, on peut parler tranquillement de l'OTAN, et même en CA, on peut adopter des motions où on condamne la Commission européenne, etc. Les élèves, de toute façon, ils nous font confiance globalement, donc il n'y a pas de problème, même des parents d'élèves votent les motions. Et c'est comme ça que, par exemple, dans mon établissement en novembre dernier, donc il y a 1 an, le budget avait été rejeté. À la suite notamment d'une motion où apparaissait clairement la Commission européenne, le plan des 413 milliards d'euros de Macron qui cherche à militariser à fond le pays, etc. Donc les portes d'entrée existent. C'est là-dessus que nous essayons et que chacun des groupes essaye de travailler. Évidemment, la campagne, ce sera évoqué cet après-midi, donc je ne reviens pas dessus, ça va compter. Mais disons que il y a aussi un dernier avantage, me semble-t-il, dans la période présente, c'est que il y a de plus en plus une sorte de vide politique. Les fausses solutions RN, c'est une fausse solution, évidemment, comme Zemmour, etc., ce sont, pas pour tout le monde, mais pour une bonne partie de ceux qui votent pour, des solutions presque de désespoir. De toute façon, Marine Le Pen, Jordan Bardella, Éric Zemmour, Éric Ciotti, tous sont clairement rassurés, mais ne vous inquiétez pas, on restera bien dans l'UE, dans l'euro, etc. Après, il peut y avoir des discours qui appellent effectivement à la sortie de l'euro, de l'UE et de l'OTAN chez d'autres groupes, mais qui sont par exemple de grands admirateurs de Donald Trump, en ne se rendant même pas compte que de toute façon, Donald Trump, sous son premier mandat, si je prends un seul exemple, a reconnu l'annexion de Jérusalem-Est et du Golan par le régime israélien. Donc on ne peut pas dire que c'est un grand homme de paix, et en tout cas dans cette partie du monde là-dessus. Je dis ça pourquoi? Parce que, en fait, dans le fond, il y a un vide politique qui se crée, puisque la Macronie, on voit ce que c'est, avec tout ce qu'il y a autour. À gauche, on ne peut pas dire que le NFP fasse un tabac auprès des travailleurs, en particulier des ouvriers, avec en plus des tendances très diversifiées à l'intérieur, et que de surcroît, je répète ce que j'ai dit, la question de l'Union européenne, il est possible de l'aborder, comme nous l'avons fait mi-juin dernier, au niveau de l'UDCGT du Nord. Et puis, dans le fond, Marine Le Pen donne des gages suffisants pour rassurer, à commencer par, bien sûr, le MEDEF, pour rassurer le MEDEF. C'est pour ça que, et je vais conclure là-dessus, nous estimons que si nous reconstruisons un vrai parti communiste qui, rappelons-le historiquement, s'est battu contre la CED, la Communauté européenne de défense, a combattu le traité de Maastricht, a combattu toute cette Europe supranationale, cette UE, qui s'appelait CE à l'époque, etc. Et c'est aussi l'autre jambe sur laquelle nous marchons, la syndicalisation au sein des syndicats. Si nous nous battons véritablement pour ce syndicalisme de classe et de masse auquel nous appelons, et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, en fait, c'est possible, encore une fois, eh bien nous estimons que nous disposerons d'outils très importants pour pouvoir faire en sorte d'avoir un affrontement avec un certain rapport de force, parce que, conclusion, il ne faut pas oublier que, en imaginant que
nous parvenions à sortir de l'UE, il y aura des mesures à prendre. Là-dessus, je pense que tu diras bien plus d'éléments, notamment ce qui concerne l'euro. Mais n'oublions jamais qu'un des points fondamentaux de tout combat politique, c'est la question de l'argent, on en parlait, et qu'à partir du moment où on ne contrôle pas le capital, l'argent, comme en 1936, dès août 1936, c'est terminé. Circulation des capitaux, parce que Léon Blum refuse de les bloquer. Il fout tout ce qu'en Suisse, les congés payés et tout, c'est terminé. Octobre 81, 6 mois après, hop, dans le cadre du SME, terminé, premier plan de dévaluation du franc, etc. Et on se prend de la rigueur quasiment dans la foulée. Je ne parle même pas de 1997 et 2012. Ça veut dire qu'il faudra effectivement prendre des mesures de salut public, dont l'une fondamentale concernera inévitablement la question de la circulation des capitaux. Parce que bon, l'argent est le nerf de la guerre, c'est moins qu'on puisse dire, et c'est pas pour rien qu'on dit l'argent pour les salaires, pas pour la guerre au PRCF, parce que c'est aussi comme ça qu'on peut être en mesure de faire progresser la conscience de la nécessité et du souhaitable de sortir de l'UE. Voilà. Merci, Fadi. Maintenant, la parole à Daniel Gousseau pour RPS Fier. Si tu veux. Vas-y. Bon. Alors bon, il s'est dit déjà des choses extrêmement importantes, capitales, et avec lesquelles le RPS Fier est complètement d'accord. D'ailleurs, on ne serait pas à la même table si ce n'était pas le cas. Donc, la sortie de l'UE, de l'euro, de l'OTAN, c'est possible. J'ai envie de dire, c'est même souhaitable, et c'est un euphémisme. Encore faut-il, je reste une militante, je vois les choses sur le plan militant, encore faut-il convaincre quand même une bonne partie de la population française. En fait, qui a peur, voilà, qui est déjà consciente d'un certain nombre de choses qui leur arrivent, mais il y a une certaine peur. Alors, cette peur, elle est installée par une propagande qu'on n'avait pas en 2005, une propagande terrifiante et organisée, orchestrée par les États-Unis. Hein, voilà. Cependant, en 2005, la population a obtenu une grande victoire, hein, et qui a fait trembler d'ailleurs le monde entier. Parce qu'il faut savoir, et encore plus maintenant, que si la France sort de ce système pourri par le capitalisme, l'Union européenne s'effondre. Parce qu'il n'y a plus que 2 contributeurs nets parmi les 27, il y a la France et l'Allemagne. Donc, si la France sort, c'en est fini de l'UE. Donc, c'est pas seulement la population et les travailleurs qu'on sauve, ce sont les autres populations de l'UE. Bon. Alors, donc déjà en 2005, les gens en France... Parce que c'était pas pareil partout. Hein, je veux dire, les Espagnols ont voté oui à l'UE, mais au lieu d'avoir le traité de je sais plus combien, 150, 200 pages, etc., et, les Espagnols ont voté sur un 4 pages, où l'UE n'était que du bonheur. Bon, voilà. Alors, en 2005, on a réussi en France à détricoter ligne après ligne, article après article, les volontés du capitalisme qui étaient cachées quelquefois dans le traité. On disait quelque chose à l'article 21 et puis à l'article 40 on disait le contraire. Hein, l'Europe c'est la paix, mais 10 articles ou 20 articles plus loin, il fallait que chaque pays s'engage à augmenter sa force militaire. Bizarre. Alors, les gens, quand on leur on montrait ça aux gens, les gens nous disaient « Non, c'est pas possible, vous nous racontez. » Voilà. Et les gens ont vu en 2005, bon, à 55% avec 70% de participation, les gens ont vu l'arnaque, hein, du traité. Voilà. Alors, la propagande, elle est très forte, et donc on a un certain scepticisme pour la sortie de l'UE, de l'euro et de l'OTAN. C'est trop difficile, on va pas s'en sortir, etc. Moi, je propose que les forces militantes dressent l'ardoise
Vous savez, quand dans l'ancien temps, les gens, c'est vrai aussi le 15 du mois, n'avaient pas forcément assez de sous, et ils allaient chez l'épicier, et l'épicier notait, etc. Et donc ils avaient une ardoise, voilà. Et moi je crois qu'il faut faire que les partis dressent l'ardoise de l'Union européenne en 20 ans, là. Parce que 2005, on a vu les projets maléfiques pour les peuples, contre les peuples, et 20 ans après, on peut voir, et des fois, dans mon secteur, je dis aux gens, vous voyez, en 2005, tous ceux qui ont voté non à l'UE, au traité, ben, ils avaient bien raison. Voyons où on en est aujourd'hui. Bon, alors, je pense que c'est important, sur ce plan-là, pour convaincre les gens de se dresser contre ce capitalisme maléfique en UE et contrôlé par les États-Unis, de faire cette ardoise. Voilà. Donc, il suffit de réduire ces peurs et avec cette ardoise, on doit y arriver. Maintenant, il faut aussi construire une coalition qui emmène tout le monde. Alors, quelle coalition? Alors, au RPS Fier, on pense qu'il faut trouver une coalition large. La formule qu'on utilise toujours, c'est marcher côte à côte et frapper ensemble. Voilà, c'est une stratégie. Voilà. C'est ce qu'on a commencé à faire avec cette coalition, et bien sûr, on espère qu'elle va s'élargir. Voilà. Il y a aussi une autre donnée, on en a parlé hier, qui doit essayer de rassurer les gens, c'est la montée en puissance des BRICS. Voilà. Alors, bien sûr, les gens vont crier « Ah, Poutine !» Voilà. Parce que, bon, il y a eu aussi une propagande terrible là-dessus. Mais il faut tout de suite expliquer que les BRICS, c'est déjà un bon coup sur la tête du dollar. Voilà. Et donc de la dette française. Voilà. Donc, je pense que cette montée en puissance doit offrir des perspectives et calmer les peurs. Voilà. Et puis, dans la propagande, je vais dire, on aime bien faire peur. Avec la peur, on fait des citoyens des moutons. Alors, on a tendance à plomber Billancourt, si j'ose dire. Voilà. On entend des fois, en France, on est arrivé au point de la Grèce. Non. La France n'est pas la Grèce. Voilà. C'est fondamental. La France a des ressources, des forces endogènes qu'il faut réactiver. La France possède une histoire particulière. Je pense à 1936, avec le Front populaire et donc après le CNR. On a un programme du CNR qui est un exemple, un modèle de société. Donc, je pense que avec l'ardoise, avec sur le plan international ce qui se passe, avec les forces réactivées, la coalition et le programme du CNR, je veux dire, on doit pouvoir emmener avec nous une majorité de Français d'accord pour sortir de l'UE, de l'euro et de l'OTAN. Merci Daniel. Donc, quatrième et dernière intervention de la matinée de cette partie, avec Jacques Nikonov pour la DPC, la dynamique populaire constituante. Vas-y Jacques. Merci, bonjour à tout le monde. Donc moi je voudrais d'abord saluer l'initiative du PARDEM de traiter des sujets comme la sortie de l'euro, de l'Union européenne, de l'OTAN, éventuellement l'entrée dans les BRICS de la France, parce que il faut quand même un grand courage et une grande lucidité pour évoquer de tels sujets, parce que ça reste fondamentalement tabou tout ça.
dans les superstructures de la société. Et plus grave encore d'ailleurs, ceux qui parlent de ces questions restent quand même, c'est-à-dire en fait la revendication du retour à la démocratie. Qu'est-ce que c'est que la sortie de l'euro et de l'Union européenne? C'est la demande du retour à la démocratie, à la liberté, à la souveraineté des peuples et des nations, à ceux qui veulent la fin du néolibéralisme et une sortie progressive du capitalisme. Pourquoi faire tout ça? Ce n'est pas des raisons idéologiques, ce sont des raisons pratiques, parce que c'est la condition d'améliorer la situation des classes populaires, des classes moyennes, de l'environnement. C'est pour régler des problèmes pratiques. C'est pas pour faire gagner une théorie par rapport à une autre théorie. Et donc les gens qui, comme nous, évoquent et se battent pour la sortie de ce système restent dans les grands médias, parmi la quasi-totalité des intellectuels, je pourrais même dire d'ailleurs la totalité, je ne vois pas d'intellectuels de renom, disons, qui disent des choses claires, ni Sapir, ni Todd ne disent des choses très claires sur ces questions. Eh bien, nous restons insultés, hein, nationalistes, souverainistes, populistes, complotistes, maréchalistes. Mélenchon, hein, qui nous a traités, nous, enfin moi en particulier, puis je ne sais plus qui. Oui, d'accord, maréchaliste, voilà, et même fasciste, hein, on l'entend maintenant, l'équation est faite. Alors, disons, des gens de gauche, de droite, toute la grande presse, sans aucune exception, presque tous les intellectuels, veulent faire disparaître toute pensée critique sur ces questions. Et donc, par exemple, en 2017, au moment de la présidentielle, la question de la sortie de l'Union européenne et de l'euro a un petit peu agité la campagne présidentielle. On en a parlé. Pourquoi on en a parlé? Eh bien parce que les programmes de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon donnaient l'impression que ces deux personnalités voulaient sortir de l'Union européenne et donc de l'euro. Et Marine Le Pen parlait en effet d'une sortie de l'Union européenne, et alors il faut lire les textes, hein, groupés. Elle ne disait jamais il faut sortir de l'Union européenne et de l'euro. Elle disait il faut sortir de l'Union européenne et de l'euro de façon groupée, toujours. Qu'est-ce que ça veut dire grouper? Pourquoi ajouter grouper à la revendication de la sortie de l'Union européenne? C'était une rouerie, une habileté pour séduire un électorat populaire largement défavorable à l'Union européenne et à l'euro. Mais une sortie groupée n'a pas de réalité. Groupée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on veut bien sortir de l'euro, mais à condition de sortir avec d'autres pays. Mais la situation politique à l'époque ne permettait pas de trouver le moindre pays, et dans les pays de l'Union européenne, la moindre force politique d'une certaine ampleur favorable à la sortie de l'Union européenne. Ça n'avait aucune existence politique, aucune réalité politique. Et donc, d'ailleurs, je rappelle sur ce point que aucune force de gauche ni de droite, aucun intellectuel, aucun média n'a soulevé cette question. Parce que soulever cette question, mettre en contradiction Marine Le Pen en lui disant « Oui, mais vous dites que vous voulez sortir, mais vous dites grouper, est-ce que c'est vraiment réaliste ?» C'était déjà entré dans le débat. Et donc, ils ont contribué, tous ces gens-là, à favoriser, à colporter la position démagogique de Marine Le Pen. Et ensuite,
nous avons d'ailleurs été les seuls, à ma connaissance, à dénoncer cette supercherie de la sortie groupée de l'Union européenne. Et en fait, le Front National, Marine Le Pen, n'ont jamais voulu sortir de l'Union européenne. Jamais. Ils n'ont pas changé. Ils ont modifié leur communication, mais pas le fond de leur esprit. Alors, il y a aussi en 2017 Mélenchon qui parlait de plan A, plan B. Tout aussi ambigu, quoique quand on creuse un petit peu, et Edern nous a bien expliqué hier soir, en fait, Mélenchon a l'esprit très clair sur ces questions. C'est un anti-national, c'est un mondialiste. Et donc, le plan A, le plan B, comme Marine Le Pen, mais à la manière de Mélenchon, était une supercherie. Mais malgré ces ambiguïtés, ces supercheries de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon, il y avait quand même un débat. Ça permettait le débat. Eh bien, tout ça, alors un débat sur de mauvaises bases, mais nous étions là pour essayer de rétablir un équilibre. Aujourd'hui, Mélenchon et Marine Le Pen sont retournés à la niche. Ils n'évoquent plus ces questions. Lors de la dernière présidentielle, ils ont totalement passé sous silence ces questions pourtant fondamentales. Alors, alors moi je fais, donc on m'a demandé de faire quelque chose sur la sortie de l'euro tout à l'heure, à 13h30. Et aujourd'hui, ce matin là, c'est la sortie de l'Union européenne. Alors, moi je pense que, et donc je vais articuler ce que je vais dire dans quelques minutes avec ce que je vais dire tout à l'heure, parce que il n'y a pas de sens à vouloir sortir de l'euro sans sortir du système de l'Union européenne. Ou inversement, il y aurait encore moins de sens si on revendiquait l'inverse. Pour deux raisons principales. La première raison, c'est que l'euro et l'Union européenne font système. C'est celui du néolibéralisme adapté à l'Europe. Et quand bien même nous sortirions, la France sortirait de l'euro, elle resterait dans l'Union européenne. Système qui interdit, même s'il n'y a plus l'euro, qui interdit toute politique alternative au néolibéralisme, ce qui est l'objectif de la sortie de l'euro. Ensuite, deuxième raison, il faut savoir que le traité de Maastricht de 1992, après avoir satisfait certains critères de convergence, comme on les appelle, tous les États membres de l'Union européenne, à l'exception du Danemark, quelqu'un l'a évoqué, je ne sais plus qui, on n'a pas le temps d'en parler, pourquoi le Danemark est une exception, il n'a pas l'euro, il ne veut pas l'euro, et il n'aura pas l'euro, sont tenus d'entrer dans l'euro. Autrement dit, là, il y a un programme d'entrée dans l'euro dès que les pays déjà membres de l'Union européenne vont satisfaire aux critères d'entrée dans l'euro. Et donc, si la France sortait de l'euro tout en restant dans l'Union européenne, eh bien, elle serait obligée, par le traité de Maastricht, de retourner dans l'euro. Donc ce serait, on irait faire le tour du Mannequin Peace, et puis on reviendrait au point de départ. Ça n'a aucun sens. Et donc, ce serait une situation absurde qui ferait porter le débat sur des questions juridiques complexes, inaptes à la compréhension et à la mobilisation populaire. Donc il ne faut pas entrer, je pense, dans cette voie, il faut relier systématiquement sortie de l'euro et sortie de l'Union européenne. Il ne faut pas séparer les deux, parce qu'on ne peut pas les séparer. Il ne faut pas les séparer. Alors, d'abord, je veux faire quelques petits rappels, définitions, explications préalables pour comprendre la suite des choses, de notre discussion, parce qu'il y a quand même une dimension technique. Et
il faut dédramatiser, démystifier les questions techniques qui existent. Mais si la population ne maîtrise pas certaines questions techniques de base, elle ne sera pas apte à résoudre les problèmes parce qu'elle confiera la compréhension, elle se livrera à ceux qui prétendent savoir. Donc il faut définir ce qui doit l'être de manière simple, et c'est parfaitement possible, les mécanismes pour que les gens comprennent où on va et ce qu'il faut faire pour sortir de la situation. Alors, qu'est-ce que je peux ajouter là? C'est la CCC. Voilà, donc ça c'est pour tout à l'heure. Pourquoi l'Union européenne et l'euro? Un petit mot de rappel. Les vrais objectifs de la création de l'Union européenne et donc de l'euro, au-delà des comptes pour enfants qui sont diffusés par l'Union européenne, il suffit d'ailleurs d'aller sur le site de la Commission européenne, où c'est à hurler de rire, enfin, ils prennent les gens pour des benets. Parce que avant même le néolibéralisme, la révolution néolibérale de la fin des années 70, la construction du système européen s'est fondée sur les bases classiques du libéralisme. Au moment du traité de Rome en 1957, on n'est pas encore dans le néolibéralisme. On est dans le libéralisme post-keynésien, intermédiaire entre la fin de la guerre froide et des régimes d'économie mixte en Europe et la révolution néolibérale de la fin des années 70. Et qu'est-ce que c'est que le libéralisme à cette époque? C'était essentiellement le libre-échange. Et la construction européenne, le traité de Rome, se fonde. C'est un traité de libre-échange, un peu plus qu'un traité de libre-échange. Mais la base, c'est le libre-échange. Et donc, certains pays, dès les années 50-60, il n'y a pas d'ailleurs l'Angleterre avec la Norvège, et puis bon, quelques autres pays comme ça, de la Baltique et des pays scandinaves, avaient créé une zone de libre-échange. Le traité de Rome est une autre façon d'aborder la question du libre-échange. Et donc, en 1957, donc, c'est le cas, le traité de Rome, contrairement à ce que certains disent, parce qu'on entend beaucoup dire que le traité de Rome, il y avait une volonté initiale, une volonté sociale, une volonté démocratique au moment de la signature du traité de Rome, et que c'est avec l'acte unique et sous l'impulsion de Jacques Delors, d'ailleurs, qui avait déjà commis ces méfaits avec Mitterrand en 81-83 comme ministre des Finances, que l'Union européenne devient néolibérale. Mais non, le ver était dans le fruit dès le départ. Dès 1957, on est dans le libre-échange, et le passage du néolibéralisme plus ou moins classique au néolibéralisme s'est fait comme ça, avec les traités qui ont suivi. La différence, c'est que le traité de Rome a élargi la notion habituelle de traité de libre-échange qui portait essentiellement sur les marchandises, un petit peu aussi sur les services et un petit peu aussi sur les capitaux, à la main-d'œuvre. C'est les 4 libertés. Liberté de circulation des marchandises, des biens, des marchandises, des services, des capitaux et de la main-d'œuvre. Sur ce dernier point, d'ailleurs, il faut qu'on précise les choses, parce que des fois, on se fait mal comprendre. On se fait mal comprendre parce que nos adversaires présentent aussi les choses de manière fallacieuse. La liberté de circulation
est présentée comme étant celle des personnes. Ils sont pour la liberté de circulation des personnes. Qui ne le serait pas? A priori, il n'y a pas de raison de ne pas considérer la liberté de circulation des personnes comme une bonne chose. Le tourisme, c'est bien d'aller se balader dans les pays étrangers, donc on n'est pas contre. Enfin, moi, je ne suis pas contre la liberté de circulation des personnes, je ne sais pas vous. La liberté de circulation de la main-d'œuvre, c'est pas pareil. C'est la liberté de circulation du travail. Et là, il y a un problème. On ne peut pas être a priori pour la liberté de circulation de la main-d'œuvre. Pourquoi? Parce que, Gilles nous a bien expliqué ce matin, parce que le libre-échange, dans ces conditions-là, c'est la fin de la possibilité de choisir, des choix politiques, c'est la mise en concurrence de la force de travail, et c'est la mise du travail au service du capital. On accepte totalement la domination du travail par le capital, liberté de circulation du capital, et donc, logiquement, liberté de circulation du travail. Ben non, non, le travail ne doit pas être mobile comme cela. Donc, dans la façon d'aborder la question de l'immigration, on a beaucoup de travail à faire. On a beaucoup de travail à faire, et parce que le libre-échange, c'est l'alpha et l'oméga de la pensée, entre guillemets, européenne. Libre-échange, les 4 libertés, les 4. Avec Edern, on est allé écouter Marcel Gauchet la semaine dernière, qui vient de publier un nouveau livre, donc intéressant, et il nous recommande, Marcel Gauchet, et je crois qu'il faudrait suivre sa recommandation, d'étudier ce que dit et ce que fait Sarah Wagenknecht en Allemagne. Et d'ailleurs, je lance le bouchon au PARDEM ou au PRCF, s'il y a des germanistes, mais on peut trouver des traducteurs, d'aller voir Sarah Wagenknecht, discuter, d'abord lire, d'abord peut-être mettre une petite cellule en place qui va essayer de collecter les textes de Sarah Wagenknecht et de son parti, les faire traduire, en parler, etc., et aller la voir à Berlin, et parce que il y a quand même quelque chose certainement d'intéressant dans le combat que nous menons. Je referme cette parenthèse. Alors donc, je disais que le libre-échange, c'est l'alpha et l'oméga de la pensée, entre guillemets, européenne. Les dirigeants politiques européens, que ce soit de la social-démocratie à la droite, en passant par les chrétiens, la démocratie chrétienne, je m'y perds, et certains partis communistes croient donc qu'il est possible de construire une société par le marché. Alors pour les partis communistes, c'est quand même étonnant, c'est quand même étonnant. Mais c'est ça le fond de la vision actuelle et définitive, d'ailleurs, pour les classes dominantes qui mettent en place ce système. Pourtant, l'histoire, la réalité montre que c'est l'inverse. Ce sont les sociétés qui créent le marché. Le marché n'a jamais créé de société. Au contraire, ça n'est pas compatible, un marché totalement libre, avec une société, c'est-à-dire un rassemblement de personnes qui vont faire corps et qui vont prendre des décisions. Et parmi ces décisions, l'encadrement du marché, la définition de ce qui doit relever du marché et ce qui ne doit pas en relever, fait partie de ces choix politiques. Alors, la Commission européenne, la Cour de justice de l'Union européenne sont les gardiennes du temple qui veillent avec leurs grands prêtres sur ces dogmes. Il faut détruire
la Commission européenne, détruire la CJUE et la BCE, évidemment, et tout le reste. Alors, 5 minutes, d'accord. Alors, à l'intérieur donc de l'Union européenne, on nous parle sans arrêt de cette notion de concurrence libre et non faussée, qui serait soi-disant le vecteur d'intégration européenne et d'approfondissement des liens entre les pays de l'Union européenne. Mais on voit bien que ça ne marche pas. D'ailleurs, je vais dire un mot sur le but de l'Union européenne et la manière dont elle s'y prend. Le but, c'est la mise en place d'un système d'aliénation des peuples qui vise à la suppression du caractère politique des sociétés, le plus sophistiqué au monde. Il n'y a aucun autre exemple pour l'instant à l'échelle mondiale qui a été mis en place par les classes dominantes occidentales. Et donc, ça a été dit par Gilles notamment, nous le disons depuis des années, que le système de l'Union européenne vise à interdire définitivement toute politique favorable à l'intérêt des peuples dans cet espace du système de l'Union européenne. Et il faut dire que pour l'instant, ça marche. Ça marche. Aucune politique favorable au peuple n'a pu être mise en œuvre jusqu'à présent dans ce système. Et ça ne va pas changer si il n'y a pas donc sortie du système. Je termine sur deux choses. La première, c'est de rappeler, ça il faut le rabâcher sans arrêt aux gens, c'est la notion de compétence exclusive, article 3 du traité de Lisbonne. Il y a 5 compétences exclusives. Qu'est-ce que ça veut dire une compétence exclusive? Ça veut dire ce sont des domaines de la souveraineté qui dépendent exclusivement de l'Union européenne, qui sont sortis du périmètre de la souveraineté des États. C'est l'union douanière, c'est deuxièmement l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur. Intérieur, la deuxième compétence, c'est l'interdiction finalement aux États de maîtriser leurs frontières pour l'union douanière et de réguler le marché. Troisième compétence exclusive, c'est la politique monétaire pour les États, pour tout le monde finalement. Quatrièmement, c'est la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche. Bon, alors nous sommes au bord de la mer, on pourrait en parler, il y a peut-être des pêcheurs ici, mais bon, on va passer, on n'a pas le temps. Et la politique commerciale commune. Ça veut dire que les États européens n'ont plus aucune prise sur ces 5 questions. L'Union dispose également d'une compétence exclusive, donc c'est lié avec la politique commerciale, pour les négociations des traités de libre-échange. C'est l'Union européenne qui négocie les accords commerciaux entre l'Union européenne et le reste du monde. Ce ne sont pas les pays. Alors, que reste-t-il aux nations pour mener la politique souhaitée par leur peuple et exprimée lors des élections et des référendums? Là se trouve l'explication fondamentale de la montée de l'abstention électorale et des mouvements dits populistes. Les gens se rendent bien compte qu'il y a un hic quelque part. Je dis, j'ai eu combien? 1 minute? Il me reste là, ou 2? Alors, d'accord. Je dis un mot sur le Conseil européen de Lisbonne de mars 2000.
où d'ailleurs la France était représentée par Chirac et Jospin. Pourquoi il faut revenir au traité à ce Conseil européen de Lisbonne, parce qu'il a fixé des objectifs stratégiques nouveaux. Et quand on fait le bilan aujourd'hui de l'Union européenne, un bilan, c'est comparé à un référent, à un référé. Il faut partir de ce qui était l'objectif du système en 2000, et 25 ans après, 24 ans après, regardez où on en est. Je ferai ça plus sérieusement cet après-midi. Mais je veux rappeler les objectifs qui ont été fixés par le système à Lisbonne. Définir pour l'Union un nouvel objectif stratégique dans le but de renforcer l'emploi, la réforme économique et la cohésion sociale dans le cadre d'une économie fondée sur la connaissance. Ils ajoutaient dans leur communiqué « devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable, accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale. » Bon, voilà, c'est la base. C'est à partir de là qu'il faut faire des comparaisons. Est-ce que ces objectifs ont été atteints? Oui, non, lesquels, pourquoi, comment? Bon. Alors on fera ça un petit peu tout à l'heure pour l'euro. Et je termine sur le rapport Draghi. Voilà. Là, c'est juste une demi-minute. Demi-minute. Le rapport Draghi, le 9 septembre dernier, il y a 2 mois, Draghi, vous savez qui c'est, ancien gouverneur de la banque, la BCE, qui a été Premier ministre en Italie, lui qui est présenté comme le sauveur de l'euro, donc beaucoup de références. Il a remis à sa demande un rapport à la Commission européenne sur la compétitivité de l'Union européenne. Compétitivité. Qu'est-ce que c'est que la compétitivité? La compétitivité, c'est la stratégie de baisse des salaires et des revenus de transfert, les allocations diverses, les services publics, etc. Et donc, là, on verra tout à l'heure que l'euro empêche la compétitivité parce que l'euro fort, tel qu'il est aujourd'hui, n'offre aux entreprises qu'un seul levier pour être compétitif. C'est le salaire. C'est-à-dire, on ne peut plus jouer sur les droits de douane, on ne peut plus dévaluer, donc la variable d'ajustement, c'est le salaire. L'euro est une arme de destruction massive des salaires. Or, là, l'Union européenne a un problème de compétitivité. C'est ce qu'a étudié Draghi, et c'est assez étonnant, le rapport qu'il a fait. J'en parlerai plus précisément tout à l'heure. Voilà, il est midi pile. Bon, merci Jacques.